La riposte c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Bonjour Monsieur Besancenot, Olivier. Bonjour, ça va bien? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Tu es là ce soir pour ton nouveau livre qui sort au Seuil dans la collection Libelle, En finir avec les présidents. Olivier Besancenot, c'est ton nom, c'est écrit en rouge et blanc. C'est toi qui as choisi les couleurs ou... Non, c'est pas moi, puis en plus je suis daltonien, donc tu vois, tu tombes vraiment sur... Ah bon? Ouais, voilà. Donc pour toi c'est quoi? C'est orange? Non, pas à ce point-là, pas à ce point-là. Pour moi c'est intéressant surtout. Bon bah ça c'est les couleurs de la LCR en fait. C'est vrai. Voilà. Il y a de ça, c'est vrai. On n'est pas le seul courant politique à penser la fin du présidentialisme. La France insoumise pense la fin du présidentialisme, pense à un processus constituant. C'est tant mieux, mais simplement, j'insiste pour dire qu'on ne veut pas simplement la garantie qu'on ait un jour le dernier président de la Ve République, qu'on veut la garantie qui est sous la 6e, si elle doit s'appeler 6e, plus de président du tout. Et qu'on n'est pas du coup président de la 6e République. C'est exactement ce que tu écris, page 48. C'est vrai que je suis au poste, j'avais oublié. Ah mais attends, bon, ceci dit, c'est un petit livre. Alors, la bonne des choses, c'est de lire en entier tous les livres, mais celui-là, c'est facile. Alors voilà, donc problème de vue, mais ça va aller. Le premier engagement d'un candidat à l'élection présidentielle ne peut pas uniquement se résumer à celui d'être le dernier président de la Ve République, c'est ce que tu viens de dire. Il doit également s'engager à ne pas devenir le premier de la 6e. Tu ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de président. Tu dis qu'il ne faut pas que Mélenchon soit président de la 6e. C'est le moment où j'appelle mon avocat, là, c'est ça? C'est ça, vas-y. Non, mais ça veut dire que c'est une vraie discussion politique avec la France insoumise, bien sûr. Et on discute de ça régulièrement. Moi, j'ai eu un débat avec Manuel Bompard aux amphis, c'est-à-dire les universités d'été de la France insoumise, où on a discuté, entre autres, de ça. Et c'était une vraie discussion, une bonne discussion sur le processus constituant, c'est quoi une assemblée constituante, et on voit que c'est une discussion qu'il faut qu'on ait à haute voix, collectivement, entre nous, et pas qu'entre nous, parce que je pense qu'il y a des tas de personnes qui seraient concernées, et d'autres groupes politiques, sociaux, syndicaux, des collectifs qui seraient intéressés par l'avoir. C'est quoi une assemblée constituante? Pour moi, une assemblée constituante, c'est une assemblée qui a les pleins pouvoirs, surtout. C'est pas un contre-pouvoir du Parlement. C'est pas un président qui dit il y a le Parlement, il y a l'Assemblée constituante. Non. Une assemblée constituante, dans notre longue tradition qui est celle de l'émancipation, c'est précisément une assemblée démocratiquement élue. On va voter pour des représentants et des représentantes des mandataires qui vont avoir comme objectif, comme mission, comme mandat, de tout réinventer. Toutes les institutions, en espérant que ces institutions aient le plus petit i possible. Donc, elles s'investissent de tout le pouvoir. C'est pas simplement un contre-pouvoir. Et des fois, quand je discute avec les camarades de la France insoumise, donc quand je lis ce qui est écrit, il y a différentes versions, il y a différentes options. Et ce qui n'est pas grave. Ça dépend aussi de la période, de ce qu'on envisage. Moi, j'ai appris aussi de la manière dont pourrait arriver une rupture politique qui pose des questions démocratiques nouvelles de la France insoumise. Je pensais jusqu'à présent que la rupture politique, l'accident de parcours n'arriverait que par la rue. Bon, force est de constater que ça peut arriver aussi sur le terrain électoral. Ça, je l'ai appris d'eux. Mais ça peut venir aussi de la rue. Et le problème, c'est au-delà de quelque chose qui ne se pronostique pas, une fois qu'il y a cet accident, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde en disant, tiens, on n'a pas pensé l'étape d'après. Qu'est-ce que tu entends par accident? Accident, ça veut dire que la classe dominante perd le contrôle de la situation. On l'a vu de manière partielle avec les Gilets jaunes, par exemple. Moi, j'ai vu j'ai vécu des manifs 2 samedis de suite au moins que j'avais jamais fait de ma vie. Et je ne parle pas du degré de violence, parce que des manifs olé olé, j'en ai fait quelques-unes. C'est juste parce que là, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui se passait. Les gens, ils voulaient aller à l'Élysée, comme on va au château pour déboîter le roi. Il y avait ça. Il y avait ça. Et là, à ce moment-là, dans le fameux plan d'exfiltration de Macron, quand l'état-major, vous savez qu'il y a eu cette phase où un samedi, il a fallu annoncer à Macron, et moi j'aurais payé je ne sais pas quelle somme pour être présent à ce moment-là, où un militaire a été obligé de lui dire, écoute, ça crame alentour, il y a un plan d'exfiltration qui a été envisagé avec des égouts, avec un hélicoptère, Villa Coublay, etc. Là, ça veut dire que je dis pas qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. En fait, la situation n'était pas révolutionnaire, c'est pas vrai. Mais bon, il pouvait perdre le contrôle. Sur le terrain électoral, ça peut arriver aussi, parce que la crise politique est telle, et ça, moi, je t'aurais pas dit ça il y a 10 ou 20 ans, j'aurais pas pensé ça. Pour ça, je prends des uns et des autres, et que je suis friand d'une discussion large et à haute voix. Et en fait, j'aimerais qu'à gauche, on soit capable de douter ensemble à haute voix.
Douter, c'est pas grave. Déjà, merci beaucoup pour cette soirée. J'aurais juste voulu entendre Olivier quelques instants sur le concept de fenêtre d'Overton, qui est beaucoup dans l'actu, puisque encore cette semaine, à droite, par exemple, il disait qu'il fallait envoyer les OQTF au ban de Cayenne, etc. Donc la fenêtre d'Overton, c'est cette fourchette des idées acceptables dans le débat public. Et justement, à droite, je trouve qu'ils sont très très forts pour la déplacer vers la droite. En disant justement des énormités, etc. Enfin, qu'ils pensent d'ailleurs. Et à gauche, moi je trouve, depuis très longtemps, je m'arrache les cheveux, c'est pour ça que j'en ai plus beaucoup, qu'on n'a pas l'air très doué en fait pour la décaler vers la gauche, pour dire nous-mêmes des trucs qui vont décaler le débat public vers la gauche avec des idées vraiment radicales et audibles, quoi. Voilà, donc ça m'intéressait. Alors, je suis bien d'accord avec toi. Je suis vraiment plus que d'accord avec toi et sur le constat et sur ce qu'il faudrait de fait, parce que tu prends cet exemple et on pourrait démultiplier les exemples. On est vraiment en train de vivre là, une période qu'on appelle orwellienne, de George Orwell, l'écrivain, qui a écrit 1984, La ferme des animaux et quelques œuvres que je vous conseille, y compris Hommage à Catalogne. Je dis ça parce que je prends cet ouvrage-là parce que la fameuse formule pour ceux et celles qui ont lu 1984, vous savez, Winston, le protagoniste est torturé, on veut lui faire dire que 2 et 2 égale 5. La formule d'Orwell, elle naît de la manière suivante. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup dans l'extrême droite, y compris, puisqu'ils se privent de rien, qui cherchent à reprendre la figure d'Orwell. Orwell était un antifasciste, un antistalinien, un révolutionnaire, qui a participé en conscience et volontairement à la révolution espagnole en 1936, aux côtés du POUM, Parti ouvrier d'unification marxiste. Il a été blessé là-bas, pour mener à la fois la lutte contre le fascisme et un certain type de révolution, parce qu'il y a une révolution en Espagne à ce moment-là. Je dis ça parce que c'est quand il revient en Grande-Bretagne, Orwell, qu'il découvre dans les journaux de gauche, sous emprise d'une bonne pensée stalinienne à ce moment-là, qu'il y a des batailles à laquelle il a participé qui ont été défaites, qui sont présentées comme victorieuses. Et puis des fronts de guerre qui n'ont jamais existé, puisque lui, il était sur place, qui sont présentés dans les journaux. Et là, Orwell se dit, on a un gros problème. Parce que si les faits n'ont plus de sens, alors on est perdu. Et c'est là qu'il dit la formule. Ça veut dire que si le dirigeant d'un parti décrète que 2 plus 2 égale 5, ça veut dire que 2 plus 2 égale 5. Donc résister, ça veut dire que 2 plus 2 égale 4 aujourd'hui. Et la gauche devrait surprendre de ce point de vue-là, et je suis entièrement d'accord avec toi. Et on pourrait égrener les exemples, je vais en prendre que 2 pour faire vite. Le premier, on en parlait, c'est le présidentialisme. Là, je veux dire, la gauche pourrait prendre tout le monde de court en disant on maintient le secret, on convoque un sommet, on va faire une grande conférence de presse avec comme intitulé « La gauche et 2027, on a une annonce à vous faire ». Et là, tout le monde arrive en disant « Voilà, on a une annonce à vous faire, on met en suspens toutes nos prétentions pour 2027 et on va susciter une convention démocratique pour faire vivre le nouveau Front populaire et essayer de penser ce que pourrait être une société sans le présidentialisme. » Deuxième exemple, on pourrait prendre l'exemple de l'immigration, en disant on n'est pas d'accord sur tout, donc on ne va pas mettre de côté les désaccords sur les questions antiracistes, mais on va vous surprendre, on va dire ensemble la chose suivante, on va convoquer une conférence de presse à ceux qui veulent nous titiller, on est tous là, et on va tous vous dire, médias et politiques, en France, le problème, c'est pas l'immigration, c'est le racisme. Et on va le marteler. L'immigration n'est pas un problème, le problème, c'est le racisme, et tous ceux qui les supportent, et toutes les politiques qui les accompagnent. On n'est pas d'accord sur ça, sur la liberté de circulation, d'installation, la régularisation de tous les sans-papiers, sur le droit d'asile. Ok, pourquoi pas, mais on dit ça ensemble. Et ce travail où on a intériorisé, il est perdant. Je veux dire, au foot, tu peux gagner à l'extérieur. Au foot, c'est possible. En politique, c'est mort. S'il y a une partie de la gauche qui pense qu'elle peut gagner sur le terrain de l'extrême droite en faisant en gros de l'entrisme de gauche sur des thématiques qui sont celles de l'extrême droite, c'est mort et c'est plié. Parce que ça fait maintenant plus de 25 ans au bas mot qu'on a la droite qui court après l'extrême droite et une partie de la gauche qui court après la droite. Et résultat des courses, Marine Le Pen, elle a quasiment plus rien à dire. Même quand elle a une affaire qui lui tombe dessus, elle est obligée de dire, parce qu'il faut dire un peu, mais elle a un avocat commis d'office, c'est Retailleau. Donc voilà. Donc t'as raison. T'as vraiment raison et j'espère que tu seras entendu. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux alliances avec les socialistes, donc du fait qu'il fallait s'allier face à l'extrême droite, etc. Mais moi, je voulais lancer une petite objection par rapport à ça, parce que je suis pas sûr que le PS ait vraiment les mêmes intérêts que la gauche radicale, que ce soit même la France Insoumise, le NPA et d'autres organisations. Mais pour parler de ça, je vais prendre un exemple très simple. Donc en 1936, quand
le nouveau Front populaire qui arrive au pouvoir. Donc il y a des manifestations, des grèves qui vont s'ouvrir dans les usines. Et ce qui va se passer, c'est que le gouvernement de Léon Blum, il va réprimer ces grèves-là. Donc on voit que la social-démocratie, en fait, elle rentre en opposition à partir d'un stade de la crise avec justement la gauche révolutionnaire et le mouvement ouvrier. Voilà, c'est bon. Non mais tu as raison, et moi je pense ça. Mais moi je le pense depuis longtemps. Je le pense depuis longtemps, et tu as bien raison de rappeler cet épisode de 36 qui est en général très très mal perçu, parce que la fable dominante même à gauche, la gauche unie est élue et ça fait naître des grèves, et puis le gouvernement va appliquer ce qu'il avait mis dans son programme, qu'il n'avait jamais mis dans son programme, qui était les congés payés. Et si le gouvernement le fait à ce moment-là, c'est parce que la situation lui échappe et que la situation devient quasiment révolutionnaire. Et là, en 48 heures, on met quelque chose qui n'était absolument pas dans le programme du Front populaire, avec des grèves qui sont réprimées par le gouvernement en partie, tu as absolument raison, mais en même temps avec un phénomène dialectique, pour sortir les grands mots, c'est que l'élection de ces partis au gouvernement stimulait la lutte de classe. Stimulait la lutte de classe et les grèves, leur donnait de la force, du courage. Donc il y a ce rapport toujours complexe à envisager. Mais donc moi je le sais, comme je te le disais, j'ai aucune illusion dans la social-démocratie, même je le sais depuis la mort de Rosa Luxembourg. Je sais moi que la politique que je veux faire, c'est en effet pas les mêmes intérêts que ce camp-là. Mais je sais aussi les familles politiques et la trajectoire de ce camp-là et ce qui reste de nos jours face à des adversaires communs qui eux ne feront pas les distinctions qu'on est en train de faire. Moi quand j'entends par exemple, je vais mettre les pieds dans le plat, ça sera plus simple. Genre, le PS a trahi en essayant de rentrer dans des négociations avec Bayrou, c'est la ligne rouge. Non mais sans déconner, qui dans l'assistance pense que le PS a franchi la ligne rouge à ce moment-là? Pensez pas que ça fait des années qu'ils l'ont franchi, la ligne rouge? Bien sûr que ça nous est resté tous et toutes en travers de la gorge. Moi je suis le premier à le savoir. Puis je suis pas l'avocat du PS. Ça serait quand même un scoop, mais c'est quand même dingue que ça soit moi qui soit obligé de rappeler que c'est pas nos adversaires. C'est pas nos camarades de combat pour le projet d'émancipation pour lequel on se bat, mais c'est pas nos adversaires. Je dis ça parce que je l'entends, la petite musique qui monte dans nos propres rangs. C'est tentant, je le disais tout à l'heure, j'ai commencé par ça, je me fais violence. Je prenais le mouvement des retraites, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'avais un air goguenard quand je voyais les premiers cortèges de la CFDT arriver. Parce que je me dis, ah ouais, tiens, ils ont retrouvé le chemin. J'étais comme tout le monde, et vous savez quoi, je me suis trompé. J'étais bardé de suffisance, comme on l'est tous et toutes parfois. Parce que j'ai discuté avec des camarades de ces cortèges-là. Pas les dirigeants. Il y avait des cortèges du privé, du bâtiment, du commerce, d'origine immigrée, ou immigrée tout court, qui discutaient. Et franchement, je vais vous dire, j'ai pris plus de plaisir à discuter avec certains et certaines d'entre eux qu'avec certains groupes politiques de ma famille au sens large, qu'on la réponse politique parce qu'il suffit de l'annoncer, et depuis le temps qu'il suffirait de l'annoncer pour y arriver, que je ne comprends pas qu'on n'y est toujours pas. Si tu vois ce que je veux dire. Donc il faut ramener les choses. Voilà, il faut se faire violence. C'est pour ça qu'il y a cette crête à dire, non, il y a tout ce que tu dis, on n'a pas les mêmes intérêts dans ce qu'il faudrait faire, mais on a des fronts communs à trouver. Et pas tomber dans le sectarisme. En finir avec les présidents, petit livre très remonté, contre les présidents et le présidentialisme. Avant toute chose, tu fais l'histoire méconnue des présidents sous le régime, sous la bannière française. Pourquoi tu as voulu plonger dans l'histoire, puisque tu remontes très loin, pour nous éclairer le présent, qui serait un présent, on peut le dire tout de suite, selon tes souhaits, sans président? Sans président et sans présidentialisme, c'est d'abord la fonction à laquelle j'ai voulu m'attaquer en réfléchissant comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul qui décide de tout. Et évidemment, le déclic, ça a été cet été quand bizarrement, on a eu un scrutin électoral où le nouveau Front populaire est arrivé en tête et on se tape un gouvernement de droite, voire d'extrême droite. Donc on est quand même en droit de se poser la question. Et pourquoi ? Parce que pendant 2 mois, on était suspendu à la décision d'Emmanuel Macron. Et c'est pas qu'Emmanuel Macron qui est en question, puisque même si c'est tentant de lui en vouloir personnellement, au-delà des griefs personnels, il y a la fonction qui permet ça. Et du coup, je me suis penché sur cette question. Et en effet, comme tu le dis, je me suis... J'ai corrigé peut-être un effet d'optique que j'avais moi-même sur le présidentialisme, que je faisais remonter instinctivement qu'à la Ve République,
Donc l'histoire de la Ve République et du présidentialisme, je pense que vous la connaissez. Pour faire vite, ça remonte directement à l'histoire coloniale française. Hein. La Ve République, elle naît en pleine guerre coloniale française. Dans la guerre d'Algérie, il y a une... Attends, on va y venir, oh là là, on va y venir. Mais donc pour répondre à ta question, je me suis rendu compte que ça allait au-delà de la Ve République. Voilà. C'est ça. Qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, qui remonte à beaucoup plus loin, et notamment au bonapartisme. Page 16. Tu critiques la cour parlementaire que tu décris en fait un peu comme une farce. Bien sûr, dis-tu, l'Assemblée nationale légifère beaucoup, parfois des nuits durant, mais le volume impressionnant des textes adoptés et le débit sonore de ces débats demeurent inversement proportionnels à son pouvoir réel. Et là, je pense qu'il y a une petite attaque, c'est pas que là-dessus que je veux te faire réagir, mais quand même, tu ajoutes, lorsque le pouvoir est entre vos mains, il ne sert à rien de crier. C'est quoi ça ? Ça veut dire quoi, ça ? Bah non, mais qu'on retient souvent les débats. En plus, il y a une partie des médias qu'on en fait des tonnes, hein, les médias mainstream, sur le thème ça hurle, ça arrête pas d'hurler. Et là aussi, ça a pesé sur notre propre camp en disant quand même, ça serait bien d'hurler un peu moins. Mais en fait, quand tu te focalises en effet sur le débit sonore de ce qui se passe à l'Assemblée, c'est inversement proportionnel à son pouvoir. Parce que de fait, le Parlement n'a pas le pouvoir dans ce pays. C'est pas vrai. On pourrait le croire, mais c'est pas vrai. Parce que justement, j'ai notamment, par le biais de cette question, redécouvert quelqu'un qui s'appelle Félix Piat, qui est donc génial. Qui est génial. Absolument. Qui est vraiment génial, ouais. Qui est un pamphlétaire, qui a donc été un élu à plusieurs reprises durant le 19e siècle, qui a été une figure de la Commune de Paris en 1871, et qui a eu une constance, puisqu'il y a eu plusieurs constituantes dans le 19e siècle. En 1848, il y en a eu une autre, et en 1875, il y en a eu une autre. Et c'est là, en 1848 et en 1875, qu'une première fois le présidentialisme naît, parce que jusqu'à présent, il n'existait pas. Il ne faut pas croire que c'est inné à l'histoire républicaine française. Hein. La première République, au moment de la Révolution française, il n'y a personne qui se dit « Tiens, on est en manque de roi ». Va falloir se trouver une formule laïque du roi avec un président. Personne n'y pense. Ça n'arrive qu'en 48. Et ça revient en 75, après le massacre de la Commune de Paris. Et donc Félix Piat... On parle bien du 19e siècle. On parle bien du 19e siècle. Et là, Félix Piat, dans toute sa constance, s'oppose à ça avec une belle formule. C'est pour ça que... Oui, j'essaie de la retrouver. Il dit, c'est le rapport entre la tête et le bras. L'exécutif et le législatif, c'est le rapport entre la tête et le bras. La tête pense, le bras exécute. C'est simple. C'est tout fait comme formule. Mais ça vous permet de penser là où on est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, où est la tête ? Et qui exécute ? Celui qui exécute, c'est le gouvernement. Qui nomme le gouvernement ? Est-ce que c'est le Parlement ? Non, c'est le président de la République. Et le gouvernement fait quoi devant l'Assemblée ? Il vient rendre des comptes. On le questionne. C'est le jour des questions à l'Assemblée du gouvernement. Mais en fait, c'est quand vous réfléchissez 30 secondes, tout est là. Tout est là. Le président a tous les pouvoirs, y compris de nommer un gouvernement avec des gens qui sont absolument élus nulle part. Et donc là, il y a vraiment une inversion qui est extrêmement forte. Du coup, cette petite traduction, je ne dis pas qu'il ne se passe rien à l'Assemblée parce que je ne fais pas de démagogie. Puis par ailleurs, il y a des parlementaires qui mouillent la chemise et qui relaient des combats et qui essayent de déterrer des dossiers et qui mouillent vraiment le maillot. Et moi, je ne vais pas jouer le mariole. On aurait des élus, on ferait globalement la même chose qu'eux. Et voilà, mais le problème, c'est que ça n'empêche pas de se poser cette question-là, malgré tout. Absolument. Alors, tu viens de l'esquisser un peu. Tu dis qu'en fait, l'histoire du présidentialisme n'est pas inexorable et ne l'a jamais été. Ça, c'est un point important, puisque la Première République, il n'y a pas de président. Tu l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que tu peux rentrer un peu dans les détails ? Ouais, je veux bien rentrer dans les détails, parce qu'en fait, là, ça renvoie à un angle mort que j'avais complet. C'est-à-dire... en gros, j'ai découvert en me repenchant sur cette question que, bien sûr, le présidentialisme est une histoire française, qui remonte à la Ve République, qui remonte au bonapartisme et à ses effets, mais il y a une autre histoire française, qui est celle d'une forme de démocratie directe, d'assemblée, de démocratie ascendante, que moi j'avais tendance à focaliser parce que c'était ma petite affinité et ça le reste personnel avec la Commune de Paris de 1871, qui est vraiment pour moi une grande référence politique. Mais en fait, ça remonte au-delà. Et quand tu te repenches, par exemple, sur la Constitution de 1793, qui, comme vous le savez, n'a jamais vraiment été appliquée. Hein. Donc après, il y a la Révolution de 89, mais comme vous le savez, il y a des journées révolutionnaires durant le mois de mai-juin 1793 qui accélèrent les choses. Et là, l'Assemblée se dote d'une constituante qui est révolutionnaire pour un certain nombre de points que je connaissais déjà, mais sur l'aspect démocratique, vous verrez, vous avez l'occasion, c'est accessible en ligne, lisez-la. Il y a des dizaines d'articles qui imaginent une forme de démocratie ascendante. C'est presque une usine à gaz, à mon avis, c'est un peu casse-gueule par plein d'aspects. Ça n'a jamais été appliqué parce que c'était une situation de guerre civile, comme vous le savez à ce moment-là. Mais ça voilà, comment dire, ça interroge vachement parce qu'en fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, personne ne pense le pouvoir d'un seul. Personne
ne pense le pouvoir d'un seul. L'idée, c'est de trouver une forme de démocratie collective. Et alors, c'est en 1848, donc pas très longtemps après, finalement, à l'échelle comme ça humaine, que le présidentialisme va naître. Et tu dis que cette solution est dès le départ entachée de cette période meurtrie, donc 1848, il faut peut-être rappeler quand même ce qui s'est passé, associée à ce torrent de violence et à l'exclusion. Oui, il faut le rappeler, parce que là aussi, c'est daté. En fait, on a beau être anticapitaliste, marxiste et révolutionnaire, on est toujours bluffé par la lutte de classe vue de l'autre côté. En 1848, comme vous le savez, il y a une révolution qui s'enclenche en février, notamment sur des questions démocratiques, mais les questions sociales sont déjà présentes. Il y a un processus révolutionnaire, il y a une assemblée constituante qui voit le jour en mois de mars, au mois d'avril. Et au mois de juin, il y a les travailleurs et les travailleuses de Paris qui se font entendre sur les questions sociales et qui veulent que les espérances sociales de la Révolution de février aboutissent. Et là, c'est le premier bain de sang, c'est-à-dire la bourgeoisie française, elle massacre des milliers d'ouvriers qui montent sur les barricades à Paris au mois de juin. C'est un bain de sang, il y a des milliers de morts. Déjà, c'est la violence de la bourgeoisie française, elle aussi, elle a une histoire. Et donc, le présidentialisme va jaillir au sein de la Constituante durant l'été 48. L'idée du présidentialisme en France naît de cette idée-là, c'est-à-dire il faut un pouvoir autoritaire pour rétablir l'ordre. Et va rejaillir dans une autre constituante, comme je l'expliquais, en 1875, après quoi la Commune de Paris de 1871. Jusqu'à présent, il y avait eu entre deux un empire, donc il n'y avait plus de président. Et puis l'empire tombe juste avant la Commune de Paris, comme vous le savez aussi. Et à ce moment-là, l'Assemblée qui fait solidarité et cause commune autour de la bourgeoisie qui est affolé par ce qui est en train de se passer comme expérience démocratique, met en place comme chef d'État M. Thiers, qui est, comme vous le savez, le grand bourreau de la Commune de Paris. Et M. Thiers, comme une récompense, l'été 1871, va être nommé président de la République. Et ce que va faire M. Thiers de 1871... Alors, avant d'avoir... Je fais le malin, mais je le lis, page 41. Avant d'avoir été nommé, en fait, chef du pouvoir exécutif. Chef du pouvoir exécutif, absolument. Voilà. Et il devient deux chefs de pouvoir exécutif avant la Commune de Paris. On lui décerne le titre de président à nouveau. C'est la deuxième fois que le titre de président apparaît dans l'histoire de la République. Donc ça veut dire sur un autre bain de sang, qui est celui de la semaine sanglante que vous connaissez par cœur. Donc en fait, c'est quand même vachement troublant de se dire que cette histoire, elle naît dans ces bains de sang. À chaque fois, parce que c'est toujours important de penser dans le camp d'en face. Quand on pense que c'est le désordre et qu'il faut rétablir l'ordre, on pense aussi, pas que répression, on pense des solutions institutionnelles. Et quand la classe dominante pense solution constitutionnelle, on pense solution autoritaire, pouvoir d'un seul. Je vous dis ça parce que ça a des échos pour aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a une partie de la classe dominante qui pense pour d'autres raisons qu'il faut rétablir l'ordre au plus vite. Et que du coup, la Ve République fait peut-être plus de job, et que peut-être que le pouvoir du président actuel n'est pas suffisamment fort, et qu'il en faudra encore plus dur. Et quitte à se faire prendre de vitesse par la classe dominante, ça serait bien qu'en amont, on se pose les questions de ce qu'on voudrait nous aussi à la place. Alors l'histoire, tu la vis aussi pour réfléchir, tu viens de le dire, en fait au présent et au futur. Donc la dernière partie de ton bouquin qui arrive comme ça, c'est pas un chapitre particulier, est consacré à ça, à cette solution que tu appelles de tes voeux, qui est qu'on pourrait résumer par la démocratie ascendante. Rien n'empêche, écris-tu page 44, objectivement, que la plupart des décisions qui régissent nos existences dans nos lieux de vie ou de travail soient prises à l'échelle la plus proche. C'est-à-dire que tu dis, on arrête le président et même on descend le plus possible vers la commune, le municipalisme ou je ne sais quoi. C'est ça un peu ce que tu voudrais. Ouais, là en l'occurrence, d'abord c'est des suggestions ouvertes, mais j'ai pas inventé l'eau chaude parce que là pour le coup c'est un projet qu'on appellerait la démocratie ascendante, la démocratie incursive, peu importe, mais en tous les cas le fait de décider à l'inverse d'aujourd'hui un maximum de choses de ce qui peut être décidé localement. Et tout ce qu'on ne peut pas décider localement, eh bien de le décider à une échelle supérieure. Mais quand on est obligé de décider à une échelle supérieure, et on est obligé de décider certaines choses à l'échelle supérieure, je pense qu'il ne faut pas faire de démagogie là-dessus, et même ce serait dangereux. Prenez en compte ne serait-ce que la crise climatique aujourd'hui, on ne peut pas tout décider localement, c'est pas vrai. Mais quand on décide à une échelle supérieure, qu'elle soit régionale ou qu'elle soit nationale, il faut qu'on ait un moyen de contrôle sur ceux et celles qu'on va envoyer comme étant nos mandataires. Ce qui est étrange, c'est que l'exemple que tu donnes
me semble un peu réducteur. Page 45, tu écris « L'intégration d'un temps de délibération collégiale pour les salariés sur la vocation de leur création professionnelle, ce temps étant comptabilisé comme partie intégrante du travail quotidien, une telle mesure permettrait l'appropriation démocratique des questions et des enjeux économiques. » C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est comment on décide sur les lieux économiques, sur les lieux de production, que ce soit des richesses, des services. Non, pour moi, c'est pas du tout réducteur, c'est une question extrêmement importante. C'est comment imaginer une démocratie qui décide de tout, et pas simplement d'être consulté sur des choix de société, alors que tu continuerais à produire des richesses, et en tant que producteur ou productrice de richesses, tu serais exclu d'avoir le pouvoir de décider précisément à quoi ces richesses vont servir. Et ça, c'est là où le sacro-saint droit de propriété capitaliste s'oppose à toute forme de démocratie. Alors là, je l'ai pris, en effet, on peut estimer que c'est que par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire le temps de travail, mais ça ne l'est pas complètement. Oh, si j'avais une lorgnette en ce moment, je serais content. Tu le saurais. Mais même ça un serait, petit bout, je le prends. J'imagine, mais c'est d'avoir sur ton temps de travail un temps de délibération, voilà, quotidien. Oui, mais concernant le travail, si j'ai bien compris. Non, mais derrière le travail, tu touches à quoi ? C'est pas simplement discuter des conditions de travail. C'est pas simplement discuter des rapports à la hiérarchie. C'est pas simplement discuter de la rémunération. C'est discuter de ce à quoi les richesses qu'on est en train de produire vont servir. Discuter, en l'occurrence, de l'attribution des ressources dont nous sommes les seuls à pouvoir être à l'origine. C'est-à-dire se réapproprier la finalité de ce qu'on crée. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 1h30 ? On a discuté, j'ai beaucoup parlé. Mais on est sorti. J'ai l'impression qu'ensemble, on a pu sortir le nez du guidon. Voilà, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien de sortir le nez du guidon. Parce que dans ce que je supporte plus, justement, on parlait des médias, j'ai plus cette patience-là. Les médias dominants, la culture du clash, c'est tellement attendu. Toi, t'es une case, t'es plus qu'une case médiatique. Tiens, on va appeler Besancenot, il va gueuler sur ça. Tiens, vas-y, hop. Puis toi-même, tu deviens prisonnier de ton propre rôle, en fait. Et de prendre le temps, donc... ce qu'on a fait, c'est bien que ça se fasse. Pas pour moi, je le dis pas pour moi, mais de manière générale. C'est très important qu'on prenne tous et toutes le temps de réfléchir ensemble. Même si j'ai trop parlé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Monsieur le Président, merci. La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.